fragilement de l'arbre pour me saluer. On peut voir l'écureuil avec les cochons d'Inde. Quel est donc ce bruit? Qui se cache-t-il? C'est le hérisson grognon qui dort toute la journée dans la mousse. Un hérisson qui lui dit bonjour. J'écoute en restant silencieux les chants du rouge-gorge. Soudain, je vois le chat dans le feuillage. Écoute-t-il lui aussi les rouges-gorges? On peut voir les rouges-gorges et les chats cachés ici en arrière. Attention, je siffle très fort et les rouges-gorges s'envolent aussitôt. Les petits oiseaux est de nouveau en sécurité. Je retourne auprès de Catherine. On voit les oiseaux qui s'envolent. Le petit cochon retourne près de Catherine. Elle me prend sur ses genoux et me caresse. Sébastien m'aime également beaucoup. Ils peuvent maintenant tous les deux me câliner. Je suis maintenant rassasiée et fatiguée. Ce fut une bonne et palpitante journée. Je vais certainement m'endormir très vite. De quoi vais-je rêver? Bonne nuit. Oh, c'est cute. Vraiment cute. Voilà. J'adore ces petits livres du cochon d'Inde parce que à mon pays d'origine, le Pérou, on aime beaucoup les cochons d'Inde. On aime les faire grandir et on aime les manger aussi. On les mange. Et c'est délicieux. J'adore ça. Sorry pour les non végétariens. Pour les végétariens, désolé, mais je mange de la viande. Et j'adore le cochon d'Inde. Ok. Maintenant, je vais aller avec Jeannette Bertrand, Ma vie en 3 actes. J'adore son livre. Elle écrit tellement bien. Et je suis rendue à plus de la moitié du livre. Cet livre, je l'ai eu quand je le lisais une journée où il pleuvait et il s'est mouillé, il s'est sali. Et malheureusement, c'est ça, mais au moins, ça ne change pas son contenu en dedans. J'espère que vous m'entendez très bien. Je vais m'acheter le micro qui est un bon micro pour continuer à faire ma vidéo ASMR parce que j'adore ça. Et puis, c'est ça. Ok, alors, je suis rendue. Regardez, je l'ai faite moi-même, cette petite carte. C'est pour, comment on appelle ça, voyons, j'ai oublié. Ok, c'est pas grave. Attendez, je vais juste nettoyer. Ok. Bon, je suis restée dans la page 270. Je vais reprendre à la 269. Comme ça, je vais me rappeler de qu'est-ce que je lisais ces temps-là. Mais regardez la couverture. La madame, elle est très chic. Très belle. Ok. Comme je l'ai mentionné plus haut, Dominique, mon aîné, s'est marié pendant la période de quelle famille? Avec un confrère de classe du collège français où elle a obtenu son baccalauréat. Et en 1974, elle donne naissance à mon premier petit enfant. C'est un gros garçon de 11 livres et je fonds en le voyant. Ce paquet d'amour vient de ma fille qui, elle, vient de moi. La filiation d'utérus à utérus, de ventre à ventre est si forte, si directe, que je m'empare d'Olivier comme si je venais moi-même d'accoucher de lui. Je pleure de bonheur comme je pleurais en mettant au monde mes enfants. Cet enfant est de moi.
Pardon. Cet enfant est de moi puisqu'il est de ma fille à moi. Dominique et moi n'avons pas besoin de parler. Nous savons toutes les deux qu'Olivier est à nous, qu'il vient autant de moi que d'elle. Cela nous rapproche encore plus. Olivier est né le 31 juillet. Il est 15 août. Il est dans mes bras au lac. Je le berce. Je l'aime pour la vie. On a beaucoup écrit sur les sentiments des grands-mères vis-à-vis à leurs petits-enfants. Mais a-t-on assez écrit sur la relation de la mère et de la fille qui se reconnaissent un destin commun, la maternité? Nous ne sommes plus dans une relation mère-fille, mais dans une relation mère-mère. Tout est changé. Nous ne sommes plus en lutte pour le pouvoir. Nous sommes deux adultes reliés par le ventre. C'est animal et c'est très intense. Reste que c'est un choc. Ma fille a atteint l'âge où elle peut donner la vie à son tour. Donc, je ne suis plus jeune. Je ne panique pas. Je sais et je le sais encore que je serai éternellement jeune puisque j'ai la jeunesse du cœur. C'est un don du ciel. J'adore comment il écrit. Vraiment très facile à lire. J'adore ça. Je me mets à tricoter comme une démon pour vêtir mon gros garçon. Je tricote mal. Je compte les mailles de travers, mais qu'importe. Après avoir travaillé durant les 5 années dans quelle famille, je ne tricote pas, ne fais pas la cuisine, je me sens inutile et par le fait même coupable de rien faire. Je suis encore convaincue que Jean va me quitter pour une femme plus intelligente qui ne fait pas de fautes en écrivant, qui est de son calibre intellectuel. Alors pour qu'il reste, je m'efforce de l'épater en dépensant jamais pour moi-même et en ayant tous les talents. On est en pleine révolution tranquille. Le nationalisme à la Duplessis a été remplacé par un nationalisme basé sur la fierté de nos relations. L'épithète québécois est adopté à l'unanimité. L'idée d'un État québécois sourit à la majorité. Pourquoi pas? Le succès d'Expo de 67 nous a donné confiance en nous comme des individus et comme peuple. On n'est pas si nono que ça. La culture québécoise fleurit à travers la chanson, l'artisanat, la cuisine, les arts, le théâtre, notre télévision. Si les chansonniers comme Pauline Julien, Robert Charlevoix, Gilles Vigneault, Claude Gauthier et tant d'autres sont si populaires, ce qu'ils chantent, c'est que le public ressent. On est bon. Le temps des victimes est fini. On a réussi l'Expo 67. On peut réussir n'importe quoi. Notre estime nationale est en hausse. Le barrage hydroélectrique de la Manique ralliera tous les tenants du nationalisme traditionnel, comme mon père. Les tenantes. Pourquoi tenante et pas tenant? Tenante. Du nationalisme traditionnel comme mon père. Lui, ancienne victime née pour un petit pain, cesse d'être un Canadien français, un paix à soupe, un colonisé pour devenir un Québécois. Le Québec qui vient de naître lance parfois des cris perçants. Il a besoin de crier pour dire qu'il existe. Je me souviens du défilé de la Saint-Jean-Baptiste en 1969. Quelle famille fait partie du cortège? Jean, les enfants et moi sommes dans une décapotable blanche louée pour l'occasion par Radio-Canada pour faire la promotion de l'émission qui doit débuter en septembre. Nous nous dirigeons rue Sherbrooke vers l'estrade d'honneur où se pavane Pierre-Elliott Trudeau, Premier ministre du Canada, quand notre auto reçoit des projectiles. Nous ne comprenons pas pourquoi on nous attaque. L'émission n'est pas encore à l'écran. On ne peut pas nous haïr à l'avance. J'ai peur pour les enfants. Le cortège continue. Une fois rendu presque en face de l'estrade,
nous sommes pris en sandwich entre l'estrade et les manifestants. Jean saisit la main de Martin et nous crie de nous sauver à toutes jambes vers notre auto, stationnée non loin. En courant entre les tomates et les chaises qui volent, on arrive enfin à la voiture et on quitte le lieu immédiatement. On rentre à la maison sans trop comprendre pourquoi on nous a attaqués, nous. On se souviendra plus tard que sur la décapotable était inscrit Radio-Canada. Le mot Canada était devenu subversif. Je n'avais encore jamais vu des manifestants, les yeux remplis de haine. J'avais eu peur. La haine, quelle qu'elle soit, me fait peur. Ce n'est pas un sentiment que je comprends, ne l'ayant jamais ressenti. La crise d'octobre de 70 continuera le point culminant de cette période de revendications intenses. Nous habitons Westmount, un fief anglais. Aux yeux des Anglais, notre quartier, nous représentons ce que représentent les Nord-Américains qui habitent Fifth Avenue à New York. Durant cette période troublée, nos voisins de Westmount nous fuient. On a peut-être des bombes dans nos poches, qui sait, on est devenus des ennemis. Chaque Québécois, quel que soit son sexe, est devenu un militant pour la cause du Québec. Le militarisme a ceci de bon, il ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Il y a autant de Québécois que de Québécoises qui manifestent dans les universités, les cégeps, les écoles secondaires. Jeunes filles et jeunes gens chantent ensemble « Nous sommes Québécois ». Les années 70 sont aussi marquées par la laïcisation de la société. Les religieux et les religieuses sont remplacés peu à peu par des laïcs. Les églises se vident. Les femmes qui découvrent la pilule ne mettent plus les pieds à l'église. Certaines de se faire fermer les carreaux du confessionnal ou nez. Et quand les femmes ne vont pas à l'église, les hommes n'y vont pas non plus. À croire que la religion, c'est comme le théâtre. Les hommes n'y vont que poussés dans les dos par les femmes, mères ou épouses. Une révolution moins tranquille s'amorce. La révolution des femmes. On a tous entendu parler des féminismes américains qui ont supposément brûlé leur soutien-gorge pour protester contre l'oppression des femmes. Je dis supposément parce qu'en fait, ces femmes ont simplement jeté leurs sous-vêtements dans la poubelle de la liberté. Les manifester contre le concours Miss America à Atlantic City, les trouvant dégradants pour les femmes. La presse, pour ridiculiser ces militantes, a inventé de toutes pièces la version soutien-gorge brûlée. N'empêche, le mouvement des femmes voit le jour et atteint l'Europe et même le Québec. Un autre événement, cette fois en France, fait scandale. Les femmes déposent sous Arc de Triomphe à Paris une jarre de fleurs à la mémoire de la femme du soldat inconnu. Je me frotte les mains de contentement. Il est temps que la révolte qui fermente en chacune de nous explose sur la place publique. Les femmes ont ras-le-bol d'être considérées comme des inférieures par des hommes et comme des machines à faire des bébés par l'Église, qui dit non au divorce, non à l'avortement, non à la pilule. Je rage, je ne suis pas la seule. Au Québec, quand une femme ose parler de ses droits, les hommes répondent comme les Anglais de Westmount répondent aux Québécois. What do women want? We never used to have problems with our women servants before. Ben non, chose, on obéissait. Les hommes sont mêlés et je les comprends. Les femmes contrôlent leur fécondité grâce à la pilule. Elles sont instruites grâce au rapport parent et de ces faits permettent mieux conscience des injustices dont elles sont les victimes. Pardon. J'ai une poussière. Les femmes
ne déclare pas la guerre aux hommes, mais au sexisme. Je suis de cela, forte de mon passé de fille dans ce monde fait pareil pour les hommes. Je veux lutter à ma façon pour que les femmes prennent leur place à côté de l'homme, tout près de l'homme. Je me ferai traiter de lesbienne. Il y a bien sûr des lesbiennes qui manifestent, mais ce ne sont pas les plus nombreuses. Les médias en font des caricatures. Mon mari est très étonné de mon nouveau discours. Une femme vaut un homme. Il n'en discute même pas avec moi. Ça lui semble incongru. C'est une lubie, une mode, ça va passer. Il est vrai que je traite encore des rois de l'univers comme un dieu. Je vais m'arrêter dans les prochaines lignes parce qu'il y en a déjà 17 minutes. Mais je vais faire une deuxième partie, une troisième partie, une quatrième partie pour avancer dans les livres. Bien sûr que je vais lire les livres en dehors des vidéos, mais je vais laisser quelques pages pour les lire, faire la troisième, quatrième, cinquième partie du livre parce que c'est très intéressant. Ça parle vraiment de l'indépendance des femmes à ce moment-là au Québec, dans les années 70. Ok, donc c'est très intéressant à savoir. Ok, il est vrai que je traite encore un roi de l'univers comme un... Il est vrai que je les traite encore un roi de l'univers comme un dieu. Il me considère encore comme la dernière des nounounes. Nounounes entre guillemets. Je les montre. Ok. Je n'ai même pas le courage d'aller déposer mon chèque à la banque, ni de signer seul mes textes. Mon côté dépendant est plus fort que mon côté indépendant. Jouer la petite fille qui a besoin d'être protégée m'arrange, c'est rassurant. J'ai des années de pratique. Avant de faire la guerre au sexisme, je pourrais peut-être partir en guerre contre moi-même, qui suis incapable de secouer mon conditionnement de dominer. Je suis un paradoxe sur deux pattes. Je suis faible et forte, douce et dure. En fait, je suis un être complexe comme tous les êtres humains. Pourquoi s'acharne-t-on à vouloir que les êtres soient bons ou méchants alors qu'ils sont à la fois bons et méchants? Mais pour en revenir à la domination, je veux comprendre ce besoin qu'ont les hommes d'assujettir les autres. Pourquoi y a-t-il eu un Néron, un Jules César et plus près de nous un Hitler? À cette période de ma vie, j'éprouve le besoin de me rapprocher des femmes. Je développe pour la première fois la sonorité, une sorte de solidarité entre femmes très différentes, de la fraternité entre hommes. Je ne me range pas du côté des hommes quand ils parlent contre les femmes. J'essaie de trouver des qualités aux femmes qui m'entourent. Je leur fais confiance, j'essaie de les aimer en tant que femmes. C'est nouveau pour moi. On me jure qu'entre elles, les femmes se déchirent, sont envieuses les unes aux autres, cassent du sucre sur les dos des autres femmes. Je m'aperçois que c'est faux la plupart du temps. C'est un premier pas, un tout petit pas. C'est tout ce que je vais lire pour cette fois. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, je vais mettre ça ici. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez une superbe bonne nuit. Au revoir.